nous allons justement donner la parole à l'assistance. Donc il y a ce micro qui est là, que je vais donner à mon collègue. Et il va circuler. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ou une remarque? Levez la main, n'hésitez pas. On a avis. Bonsoir, merci beaucoup. Sylvie Lamidi. Je voudrais savoir si ce film va être diffusé en République centrafricaine et présenté, ne serait-ce que dans les écoles, etc. Parce que c'est très bien de le voir ici, mais je pense que c'est aujourd'hui à tous les Centrafricains de pouvoir prendre conscience de tout ça. Madame demande justement quand est-ce qu'on pourra voir ce film en Centrafrique. Parce que c'est bien de le voir ici, mais je pense que le voir là-bas, ça sera encore mieux. Alors je crois que c'est important de les voir des deux côtés. On est ensemble. Ça fait partie du monde, de notre monde. C'est un peu voilà, mon souhait d'interroger, de questionner, de se reposer la question qu'est-ce qui fait humanité. Donc je pense que c'est pas plus important là-bas qu'ici. C'est mon point de vue. Bien entendu qu'on souhaite le montrer en Centrafrique. Il est très attendu. Beaucoup de gens, quand son éminence était cardinal, 200 000, 300 000 personnes sont descendues dans la rue. On ne sait pas. Beaucoup de monde. Voilà, avec l'imam et le pasteur, le peuple sait qu'ils ont évité un génocide. Ils savent que voilà, c'est trois personnes qui sont extrêmement importantes. Moi, de mon point de vue, plus importante que la gouvernance qui peut-être maintenant ça va un peu mieux, mais en tout cas qui n'est que Bangui. Ils ont sillonné le pays. Donc c'est trois personnes qui sont extrêmement importantes pour la cohésion sociale. Donc oui, mais en même temps, tout est très fragile. Le pays est tellement pauvre et face à de tellement grandes difficultés que tout peut aussi déraper assez vite. Donc montrer le film en Centrafrique, ce serait aussi peut-être une piqûre de rappel, pas seulement par leur plaidoyer, mais aussi avec ce film pour dire attention, voilà, de vivre ensemble et notre salut. Le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a plus de cinéma en Centrafrique, donc il faut trouver des moyens pour le présenter. On a des pistes, on en parle aussi, donc oui, il sera montré en Centrafrique le plus largement possible. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. À plusieurs reprises dans le film, les habitants parlent des casques bleus et de leur manque d'intervention, en tout cas de protection, et aussi que fait le gouvernement. Est-ce que dans vos dialogues partout dans le pays, mais aussi avec les autorités, vous arrivez à faire avancer cette parole des habitants auprès du gouvernement, et quelle est la réaction des Nations Unies quand vous parlez quand vous prenez la parole? Merci. Merci. L'événement de Aline Dao a démarré. J'étais au Mexique avec les autres leaders pour recevoir un prix. Il était 22h là-bas et 9h du matin à Aline Dao, et on commençait à voir les premières images qui défilaient. Et j'ai appelé les autres pour leur dire ça va mal à Aline Dao. Dès que nous sommes rentrés, rapidement, je suis allé voir les Nations Unies en leur disant vous êtes informés de ce qui s'est passé à Aline Dao. Je veux m'y rendre. Si d'ici 2 jours, il n'y a pas un moyen, parce que je savais que les gens étaient empêchés, ils étaient en blouse comme vous avez entendu. Et donc il fallait vite les faire sortir, puisqu'ils étaient pourchassés en plus. Et j'ai demandé, dans un premier temps, on n'a pas répondu. Et j'ai insisté en disant, s'il n'y a pas de réponse, moi je laisse mon testament et je pars. Vous serez responsable. Et le deuxième jour, eux-mêmes m'ont appelé pour dire, il y a un avion qui ira à un autre endroit, mais on va te déposer avant de continuer.
de ce qu'ils ont fait en me déposant. Je suis allé et j'ai écouté. Parce qu'au départ, les gens étaient en blouse, ils avaient refusé, les rebelles, que ces gens-là sortent. Les casques bleus, vous avez entendu, l'hélicoptère est passé, et ensuite les chars sont arrivés, les gens sont partis, on a laissé la population à leur triste sort. Dans les casques bleus, on leur a dit, on ne veut pas vous voir sur le site. Donc ils étaient restés dans leur camp. Aucun membre de la population ne pouvait sortir aussi. Donc j'ai rassemblé les rebelles. Dès que j'étais arrivé dans une grande salle pour les écouter. Et là, j'en ai pris pour mes grades. Comme quoi c'est moi qui empêche leur accession au pouvoir ou des richesses. Et je suis complice de beaucoup de choses. À la fin, je leur ai souvent demandé, les gens que vous avez chassés, à supposer si on avait 10, combien on pouvait trouver des assaillants qui ont tué les membres qui ont tué vos éléments? Ils m'ont dit peut-être 2. Mais pour 2, vous avez chassé les 8. Il y a des veuves, il y a des handicapés, il y a des enfants et tout. Ça ne va pas. J'ai commencé à hausser le ton, à leur parler, tout en leur disant, je ne vous demande pas votre avis. Les gens vont sortir. Même les humanitaires, personne n'osait aller. J'ai pris des gros risques. Hein. Moi, je n'ai pas d'armée. Hein. Devant les gens qui ont des armes, qui se disent généraux, et je leur dis, vous, à partir de maintenant, les gens vont sortir. Alors qu'ils avaient dit non. J'ai pris des gros risques en disant aux gens, sortez. Comme ça, eux, ils partent. Ils partent maintenant. Quand je demande aux gens de casques bleus, ils disent, notre nombre était insuffisant. On ne pouvait pas faire face aux assaillants qui arrivaient. Alors pourquoi on s'est retiré? Et pour Centrafricain lambda, tu as une arme. Et quand les assaillants arrivent, tu peux quand même tirer en l'air pour faire peur. Mais il n'y a pas. Et donc les gens sont vraiment désabusés. Vous avez entendu leur cri. Nous, on vient pour écouter. Je passe beaucoup de temps à écouter là. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui viennent prendre sur eux la colère, la révolte, les plaintes de toutes ces personnes-là. Sinon, vous avez entendu, quelqu'un a dit, on ne croit plus en Dieu. Parce qu'il n'y a plus rien. Ce qui arrive, ça dépasse même l'entendement. Donc les gens sont basculés dans l'absurde. Et nous venons pour dire non à ces assaillants-là. Il y a des limites. Et nous venons au nom de Dieu pour le dire. Que Dieu n'est pas pour cet acte ou ces gestes que vous posez. Donc nous, ensuite, nous faisons remonter. Il était question de mener des enquêtes. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de résultat pour ces enquêtes-là. Puisque vous avez entendu, quand tu es juge et parti, ou bien quand tu es impliqué, tu ne peux pas mener des grandes enquêtes. Donc à l'Indao, jusqu'à présent, on n'a pas eu de réponses. Le gouvernement étant fragile, n'ayant même pas beaucoup des armes, ou bien encore des munitions, les militaires ne pouvaient pas être là-bas. Au début, en 2016, le gouvernement, certes, le président élu, il a formé son gouvernement, mais on allait dans certaines villes, vous avez 15 militaires, ils avaient que 2 armes. Un seul chargeur. Au fait, l'événement de Fatima, on leur a donné un seul chargeur. Une fois que vous avez tiré, c'est fini, c'est fini. Or, les autres en face, ils ont beaucoup. Ils ont beaucoup de chargeurs. Donc, ils ne peuvent pas tenir. Donc, après, ils ont repoussé le chemin pour laisser les assaillants tirer et tuer à volonté. Donc, nous faisons remonter. Et les gens, le président m'a dit, je suis vraiment en difficulté. C'est comme ça qu'il a dit, j'ai demandé à Macron s'il pouvait me vendre des armes ou des munitions pour orienter chez les Russes. Les Russes sont là. Bonsoir. Vous parlez souvent, vous avez parlé plusieurs fois des 3 saints de Bangui, d'un pasteur. Pourquoi est-ce que ce pasteur, en fait, ne fait pas partie des autres films et il est où, en fait? Il est en Suisse actuellement. Non, comme l'a exprimé le cardinal, j'ai été les voir les 3. On a échangé, on a pris du temps.
j'y suis retourné aussi. J'ai senti que le pasteur était peut-être moins à l'aise pour participer au film. Et puis, je l'ai quand même convié, j'ai essayé de le motiver, etc. Mais voilà, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, c'était peut-être pas son truc. Donc, je m'attache dans mes films à respecter les gens que je filme et ne pas vouloir forcer parce que ça donne rien de bon. Et c'était un peu un chagrin en fait, parce que je trouvais le trio formidable. Mais ensuite, je me suis rendu compte que finalement, l'intérêt, le sens même, c'était ce dialogue entre chrétiens et musulmans. Je l'avais à travers le cardinal et l'imam, et je ne crois pas que ce soit un péjoratif que ce soit à la réflexion et à ce que le film raconte. Voilà, donc c'est par respect de sa volonté. Merci pour ces témoignages que vous nous avez offerts. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a aussi des forces extérieures comme Boko Haram qui excitent la violence? Parce que je ne l'ai pas senti, j'ai eu l'impression que c'était que des forces qui venaient de l'intérieur du pays, mais est-ce qu'il y en a aussi sur le plan de la violence qui viennent de l'extérieur, comme on le lit dans les journaux? Il faut reconnaître que le conflit en République centrafricaine est très complexe dans la mesure où il y a effectivement des mercenaires extérieurs qui viennent du Tchad, du Niger, du Cameroun, du Soudan. Mais ce sont des gens qui sont venus pour leur propre intérêt. C'est-à-dire c'est l'intérêt matériel qu'ils viennent chercher pour eux-mêmes en tant que mercenaires. Et parfois à la solde de quelques groupes d'exploitation. On a vu que le sous-sol est très riche et ça, il faut remonter plus loin pour connaître qui, comment dire, pour qui envoie les mercenaires en Centrafrique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils retrouvent une complicité locale parmi la population et qu'ils partagent les mêmes intérêts, les mêmes ambitions. C'est pour cela qu'effectivement, ils se mettent en groupe. Il y a plusieurs groupes armés. Il n'y a pas qu'une seule faction. Et parfois, parmi ces groupes, ils ne s'entendent pas. Mais dire que Boko Haram, en tant que tel, est en République centrafricaine, nous aussi au départ, on avait peur que ce groupe-là vienne en République centrafricaine. Pourquoi? Parce que c'est un groupe qui ne fait pas de discernement entre ou chrétiens ou musulmans. Parce que pour eux, tous ceux qui ne croient pas à leur idéologie, ce sont des mécréants et ce sont des personnes à abattre. C'est pour cela que vous voyez leur cas au Nigeria, c'est très fort. Et donc, étant donné qu'au début, les gens avaient pensé qu'il pouvait y avoir des djihadistes, c'est-à-dire des gens qui viennent combattre au nom de Dieu en République centrafricaine, nous avons vu que effectivement les revendications de ceux-là qui ont pris les armes, aucunement il n'y avait personne qui avait réclamé le nom de Dieu. Donc en conclusion, il n'y a pas eu de djihadistes en République centrafricaine à ce que je cherche jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela. C'est pour cela que vous voyez, en décembre 2020, ceux qui étaient des ennemis d'hier, qui se disputaient le pouvoir, à savoir les Sénégas, faussement appelés milices musulmanes, et les anti-Baraka, faussement appelés milices chrétiennes, aujourd'hui se sont fusionnés pour constituer une seule coalition. Et leur objectif, renverser le pouvoir légal. Donc vous allez comprendre que là, on ne peut pas parler de djihadistes ni de Boko Haram. Je crois que c'est quelques éléments que je peux vous donner.
Alors, c'est pour vous remercier et puis prier pour nos frères qui sont morts, que le Seigneur accueille leur âme en paix. Et je remercie son éminence et l'imam pour ce travail qui est fabuleux. J'essaie de reconstruire, de relier les gens. Moi, je viens d'un pays aussi, je viens du Mali. Donc vous connaissez, le problème existe aussi au Mali, qu'on a dans le nord. Et je pense que tant que les humains peuvent s'asseoir et parler, ils arriveront toujours à trouver une solution. De ne pas se parler, c'est ça qui est grave. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, le point qu'il faut comprendre, toute l'Afrique est dans une machination, l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes dans une machination des grandes puissances. Pour ce que nous avons, vous avez parlé des sous-sols, mais il y a une chose dont vous n'aurez pas parlé, c'est la jeunesse qu'on a. Ça représente un avenir. Vous avez vu le nombre d'enfants à l'ouverture de cette école, 500, si ma mémoire est bonne, ce que j'ai entendu dans le film. Eh bien, ça c'est partout en Afrique comme ça. Et ça, avec une bonne éducation, eh bien, c'est un avenir pour ce continent. Et c'est pour ça qu'il faut étouffer l'éducation, qu'il faut tout étouffer l'éducation. On n'a pas besoin de bombes pour détruire un pays, il n'y a qu'à étouffer son éducation. Donc, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Mali, si nous regardons le passé de l'histoire, moi qui viens d'un pays où il y a eu des empires, où il a été créé des solutions pour que les gens s'entendent. Moi, j'ai vécu dans un camp militaire, parce que mon père était officier dans l'armée française. Mais il n'y a jamais eu de problème entre musulmans, chrétiens, catholiques. Il n'y a jamais eu de problème, même dans les villages les plus reculés. C'est ces intérêts de ces grandes puissances-là qui ont amené toutes ces histoires. Tout à l'heure, Monseigneur lui disait, l'armée nationale n'a qu'un chargeur. Les autres, qui sont financés par des groupes financiers très importants qui ont des intérêts dans le pays, soit pour le diamant ou Total. On me disait, en discutant avec un monsieur un jour, il m'a dit, vous croyez que pour l'Afrique de l'Ouest, c'est Macron qui décide? Non, c'est Total. Donc quand on aura compris ça, et qu'on se serait donné la main, je pense que nous pourrons aller de l'avant. L'Afrique n'est pas pauvre. Les Nations Unies, les casques bleus, ils sont chez moi dans le nord. Moi, je viens du nord du Mali. Tous les jours, on tue des citoyens lambda à côté des casques bleus. Ils ne bougent pas. C'est une fumisterie. Ils sont là pour soutenir l'intérêt des grandes puissances. En tout cas, je vous remercie pour le travail que vous avez fait et pour le réalisateur qui a mis. Merci. Juste pour pas pour vous, parce que vous connaissez la situation, mais en 2012, fin 2012, quand ces milices Séléka prennent le pouvoir et qu'ensuite les milices chrétiennes, dites chrétiennes, se constituent pour se combattre, mais aussi défendre leur communauté, ça partait en vrille dans un conflit interconfessionnel. C'est là, à ce moment-là, tout de suite, qu'ils se sont levés, ils ont parcouru le pays. Les Nations Unies décrètent un embargo contre la vente des armes pour ce pays qui est en guerre. Ça paraît cohérent. Le problème, c'est que les frontières sont poreuses. On peut dire qu'il n'y a pas de frontières, elles sont juste dessinées sur les cartes. Donc, aucun problème pour les groupes armés. On les appelle les rebelles. Moi, j'aime bien les appeler les groupes armés, les seigneurs de guerre, d'acheter des armes, des véhicules, de recruter des mercenaires, etc. Donc, eux, tout puissants, ils ont les armes, ils ont les munitions, ils ont les hommes, et l'État, c'est impossible même d'avoir des munitions. Donc c'est en fait juste pour comprendre ce contexte. Ensuite, renouvellement de l'embargo.
deuxième renouvellement de l'embargo, et là, les Russes ont mis un veto pour lever cet embargo. Pour comprendre ce qu'il disait avant, quand le président Touadéra demande aux Français si c'est possible d'avoir quand même quelque chose, allez voir les Russes qui ont mis le veto sur la levée de l'embargo. Et aujourd'hui, les Russes sont là. Oui, ils ont réussi à sécuriser la plupart des villes en Centrafrique, grâce aussi à l'appui des Rwandais. Ils arrivent finalement à contourner l'embargo, puisqu'ils arrivent à acheminer des armes et des munitions, apparemment. Mais là, maintenant, il faut bien qu'ils financent tout ça. Donc, ils prennent possession des mines de diamants et d'or qui étaient tenues par des groupes armés. Et toute cette richesse de diamants et d'or repart une nouvelle fois de la Centrafrique sans passer par l'État, et donc qui ne profite toujours pas au peuple centrafricain. Voilà le mécanisme. Oui, merci pour ce film. Je voulais savoir, quand vous arrivez à discuter avec les groupes armés, quel est le taux d'écoute et le taux les effets positifs, s'il y en a, de vos contacts avec eux. Merci beaucoup. Ça varie d'un groupe à l'autre. Ils ne sont pas uniformes. Vous pouvez arriver, vous trouvez peut-être qu'ils n'ont pas fumé ce jour-là. Ils sont en état d'écoute, peuvent vous écouter et ils peuvent donner une réponse. Vous pouvez arriver au moment où vous serez énervé et ils peuvent ne pas bien vous recevoir. Dernièrement, au mois de février, les groupes armés avaient décidé d'asphyxier Bangui pour empêcher les camions, parce qu'on est un pays enclavé. Donc tout passe par la route du Cameroun. Et empêcher, bloquer les routes, c'est asphyxier Bangui et le pouvoir pourrait tomber. Donc ils ont décidé de le faire. Passé un mois et demi, voire 2 mois, nous nous sommes concertés en disant c'est pas possible. Il faut aller voir ces gens-là pour leur parler de la situation. Il y a des médicaments qui n'arrivent même plus à Bangui. Mais c'est les malades qui vont mourir, ce n'est pas les hommes du pouvoir. Il faut qu'on aille les voir. Nous avons décidé d'aller les voir. On les a prévenus. Avant qu'on arrive, tous ont quitté la ville. Et après, on a décidé de les appeler au téléphone. Le chef, pour nous parler. Nous ne voulons pas avoir de problème avec les hommes de Dieu. Voilà pourquoi nous nous sommes retirés avec nos hommes. Les gens disent peut-être qu'ils vont encore revenir, il faut leur parler. Parce que tout le monde attendait votre arrivée pour parler, pour désamorcer. On les a appelés, surtout le chef, pour lui dire, nous vous promettons que nous n'allons pas le faire. Et j'ai posé la question au chef en disant, actuellement, ta maman est restée dans la ville, mais elle n'est pas à la maison. Quelque part, tu penses asphyxier Bangui, mais c'est ta maman déjà ici. Tes enfants ne vont plus à l'école. Ce sont tes enfants que tu as asphyxiés. Les gens ne dorment plus dans leur maison. Ce sont ces gens-là que tu es en train de faire du mal. Pas seulement Bangui, déjà à boire. Commence à prendre conscience, prenez conscience de cela. Nous avons essayé de les conscientiser. Dieu merci. Ils sont restés, ils ne sont pas revenus dans la ville. 2 jours après, les Russes et les Pakas arrivaient, il n'y a pas eu des affrontements, ils sont restés au loin. Nous, c'est chercher à économiser des vies. Parce que quand vous êtes dans une posture où vous êtes pensé avoir une arme, que vous êtes les tout-puissants, eh bien, il peut avoir un plus puissant que vous. Et quand il commence à avoir les combats, soit on peut avoir des victimes innocentes aussi qui peuvent tomber. Donc, si on peut arrêter la guerre ou le conflit, c'est notre rôle aussi, d'aller parler au cœur.
Donc, d'un coup par l'autre, ça peut marcher ou pas marcher. À l'Est, quand nous sommes allés, eh bien, on avance pour... Alors que tout le monde savait qu'on venait. D'abord, on arrive devant un genre de fleuve. Dès qu'ils nous ont vus, ils ont commencé à tirer en l'air. J'ai signalé aux gens, dit, ça c'est pour nous souhaiter la bienvenue. N'ayez pas peur. Je dis, je le fais si, on dit, coucou, nous sommes là, on voyait la pirogue, vous nous cherchez. C'est ça, non? On commence à être les vétérans, pas de Vietnam ni d'Afghanistan, de la République centrafricaine. Alors, donc ils sont venus nous chercher, on a marché 7 km à pied. On arrive, le rebelle nous dit, attendez ici, je veux voir mon chef. Il parle, il reste 5-10 minutes, il revient, dit, maintenant vous pouvez venir. On l'a suivi. À quelques mètres, le chef nous dit, dégagez d'ici, j'ai pas besoin de vous voir, allez-vous-en. Il commence à nous chasser. Et je disais aux autres, si tu arrives avec des étiquettes de cardinal, d'évêque, ou de quoi que ce soit, ça ne veut rien dire pour ces gens-là. C'est lui le grand chef. Il faut te faire tout petit devant lui. Mais je le fais pour mes frères et sœurs qui risquent de mourir ou mendier, qu'il arrête la violence. On est resté sous le soleil. Après, quand il était en bon état, il nous a appelés. Nous sommes venus, on a commencé à discuter. Ils avaient prévu. Quand nous partons ensemble, c'est aussi bien la force de l'unité. Il parlait en arabe en disant on va les kidnapper. Mais lui, il avait entendu déjà en arabe. Et après, il a commencé à leur répondre. Si c'était moi seul, je n'aurais pas entendu. Mais lui, il a entendu. Donc, c'est aussi une hérité. Vous voyez la complémentarité? Si jamais vous pensez que vous êtes seul, maintenant, appelez l'autre. Merci beaucoup. Il faut qu'il vienne avec vous. Pour discuter, pour vous aider aussi à résoudre des solutions. Donc, lui aussi, il a parlé. Et à la fin, ils nous ont laissés. 3 jours après, ils ont quitté la ville. Le chef qui était là ne savait même pas qu'on tuait. Ces éléments tuaient de l'autre côté et blessaient les gens. Donc, nous sommes venus pour désamorcer. Donc, il y a des expériences de ce genre. Il y a des moments où on nous chasse. Il y a des moments où ils sont en bon état. Il y a des moments où le chef rebelle te remet quelqu'un qui devait tuer. Moi, on m'a remis quelqu'un qu'on devait tuer. On disait, tu es venu nous voir, tu nous as parlé, prends le monsieur, on ne le tue plus. La force de la parole. On n'a pas de ça. Évidemment, si vous arrivez avec une peur au ventre, le chien sait que vous avez peur, il va vous mordre. Mais si vous arrivez, il sait que vous êtes convaincu, eh bien, vous allez échanger avec lui. Moi, j'ai une autre arme spirituelle, lui, il n'en a pas. Et moi, je viens vers lui pour lui parler aussi avec mes munitions propres, pour toucher son cœur. Et j'ai toujours dit, quand c'est le moment, c'est le moment. Vous avez entendu le Père dire, et je prépare toujours mes gens en leur disant, quand moi je pars à Jérusalem. Parce que Jésus part à Jérusalem, tout peut arriver. Et ça me rassure déjà aussi. Si ça arrive, c'est fini. Si ça n'arrive pas, je continuerai. Quand ce n'est pas l'heure, je continuerai la mission. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Donc, je sais, tout le monde sait ce pourquoi je parle. Comme on disait, Jésus est parti, il a donné sa vie pour la multitude. Il faut aussi accepter de sacrifier. Pour beaucoup de gens. Et c'est ce que nous essayons de faire, aller à la rencontre de ceux qui sont dans l'agressivité. Désamorcer cette agressivité-là. Aller à la rencontre de ceux qui tuent. Arrêter la main qui tue. Aller à la rencontre de ceux qui maudissent ou qui disent les paroles ne sont pas bien. Pour leur dire une autre parole. Et nous prenons le risque d'aller à leur rencontre pour les voir face à face. Quand vous ne voyez pas quelqu'un en face de vous, vous pouvez le traiter au loin, vous pouvez écrire, dire n'importe quoi. Mais quand il est en face de vous, c'est autre chose. Et nous voulons les voir en face. Et parfois, les masques tombent. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, ce n'est pas un extraterrestre. Ce n'est pas un diable qui est là.
C'est quelqu'un qui a une tête. Il a des yeux, il a un nez, il a une bouche, il a des oreilles, il a des mains, il a un cœur, il a des pieds. C'est un être humain. Je peux lui parler, il peut aussi me parler. Nous pouvons faire chemin ensemble si on accepte de s'écouter. Il faut aussi aller. Et peut-être c'est là où on verra, on découvrira beaucoup. Moi j'ai découvert beaucoup de choses en allant à la rencontre de ces gens-là pour leur dire un autre monde est possible si nous acceptons. Et ils le savent. Moi je n'ai pas d'escorte, mais je passe. Un moment on se dispute, ils me laissent passer et une fois, il y a un endroit où, évêque ou pas, vous devez payer sur la route. Et nous, on arrive avec l'évêque en question, parce que moi, je circule avec les évêques. On arrive là, tout le monde s'attendait à cet événement-là. On arrive, l'évêque qui fait signe pour ouvrir la barrière. Le rebelle qui est assis là-bas ne bouge pas. Deuxième fois, troisième fois, il lui fait signe en disant « Viens ici, monsieur ». Il lui fait encore signe « Viens ». C'est un évêque polonais, je lui ai dit, mon frère reste ici, moi centrafricain, je vais y aller. Je suis allé, les scènes, vous ne les préparez pas. Hein. Je suis allé, le monsieur est assis, je l'ai embrassé, en disant, mon frère, comment ça va? La famille et autres, vous connaissez personne et tout, comment ça l'embrasse? Il est désarmé, il est perdu. Et après, je lui dis, ça va et tout? Il me dit, oui, ça va. Je dis, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'archevêque Dieu de Nzapalenga? Il a dit oui. Mais c'est moi, mon frère. Comment ça va? Il commence encore à l'embrasser. Deuxième fois, il est déjà perdu dans sa tête. Et je lui dis, sûrement tu ne sais pas que je passais ici. C'est pourquoi tu as mis la barrière. Ouvre-moi la barrière. Et il a ouvert. Et pour les gens, il n'y a que l'archevêque de Bangui seul qui peut passer là, sans payer. Tout le monde paye. Il y a encore une question ici. Merci, c'est d'abord pour vous remercier du fond du cœur tous les trois, hein, parce que c'est rare ces temps-ci d'entendre parler de religion dans un sens qui fait chaud au cœur. Donc merci. Merci pour tous les risques que vous prenez. Et puis j'avais une question qui était un peu, vous avez partiellement répondu, mais quand on vous voit voyager comme ça dans les jeeps et il a l'air de faire chaud, c'est compliqué, et vous avez toujours la soutane avec Alors justement, est-ce que c'est parce que vous la quittez jamais, mais là vous ne l'avez pas, ou est-ce que c'est parce que quand même ça ouvre certaines portes quand on voyage? En fait, au pays, je ne la quitte pas. C'est quand je quitte, je prends il est là, c'est quand je prends l'avion pour venir ici que je mets la veste, mais au pays, je ne la quitte pas. C'est un choix que j'ai fait, de porter la soutane, et tout le monde sait que, même au moment le plus dur, ça c'est l'imam des chrétiens. Comme ça qu'on m'appelait. L'imam des chrétiens et autres. Et jamais, même ils arrêtaient, ils prenaient les véhicules, jamais ils ont pris mon véhicule. Ils m'ont toujours laissé passer. Alors que je dénonçais, je parlais fort. Donc voilà. Mais je garde toujours ma tenue, ma soutane avec moi. Il fait chaud ou pas. C'est comme les militaires. Hein. On n'enlève pas leur tenue. Alors moi aussi, je peux vous dire aux trois merci, notamment aussi à vous, le réalisateur, parce que vous terminez avec quelque chose qui est très beau. Vous dites, tant qu'il reste la parole, je crois quelque chose comme ça, ça montre que nous sommes encore là. Et vous faites un travail de réconciliation incroyable en laissant chacun s'exprimer, en les écoutant, chacun d'entre vous, enfin vous deux, monsieur Monseigneur, non, comment on dit pour un cardinal. Et ma question, parce que la remarque que je fais, c'est que non seulement vous écoutez, mais vous renvoyez les gens, ce qui me paraît extrêmement important, à chacun à construire à son tour quelque chose. Vous le dites, je ne peux rien faire tout seul en fait, en gros. Il faut qu'il y ait une rencontre et puis ensuite il faut une action de chacun. Alors je voulais dire que je trouve que toutes ces démarches, à tous les paliers que vous faites, que ce soit politique ou tout simplement sur le premier plan du mal d'écoute, sont vraiment admirables. Et voilà. Merci infiniment pour
ce film qui est vraiment extraordinaire. Et nous avons des amis qui habitent au Centrafrique et on connaît un petit peu l'histoire. Ma question, c'est comment est-ce que le film va être diffusé en Suisse? Est-ce que ça va passer à la télévision? Comment est-ce que ça va être diffusé? Je peux répondre? Je suis distributeur. Merci madame pour votre question. Je passe les micros, je suis le distributeur du film. Le film il sort mercredi, le 15, c'est dans 2 jours. Alfio vient de nous confirmer qu'il le passera tous les jours. Donc parlez autour de vous. C'est des films qui sont au final très petits et en même temps immenses. C'est des films qui ont de la peine souvent à trouver la place qu'il leur faudrait. Et c'est un film qui sortira à Genève, à Lausanne, Neuchâtel, donc vraiment un peu partout dans la Suisse romande, pour une sortie classique au cinéma. Et sachez qu'il sortira aussi en e-cinéma, c'est-à-dire que si des amis à vous ne sont pas vaccinés, ils ne veulent pas se faire vacciner, du coup ils sont très tristes qu'ils ne peuvent pas aller au cinéma, vous pouvez aussi acheter des tickets directement chez certains cinémas, dans presque toutes les villes, et vous pouvez regarder le film à des horaires précis, chez vous, à la maison. Donc voilà, vous avez cette possibilité. Et après, voilà, le film suivra l'exploitation normale. Il passera probablement aussi à la RTS, et puis en VOD, en streaming. Et puis vous serez aussi toutes et toutes invités, j'espère, au stade de Bangui, avec 30 000 personnes pour voir ce film dans des vraies conditions. Est-ce qu'il y a encore une question? Effectivement, merci. Ça me laisse un peu sans voix. J'étais enseignante et j'aimerais savoir justement, les enfants c'est demain, ce sont les adultes de demain. Qu'est-ce qui se passe dans vos écoles par rapport justement à ce dialogue entre les religions pour dépasser tout ça, se rendre compte que la tolérance est le départ de tout? Nous avons aussi dans nos groupes de plateforme le groupe des jeunes. Ils ont leur vocabulaire, leur langage, ça à d'autres jeux. Donc ça existe aussi. Et dans les écoles, pour nous, c'est capital d'apprendre la tolérance. Et nous devons le dire et nous le disons. Et nous voulons que les musulmans accueillent les chrétiens, vice-versa. Un de nos projets en tant que plateforme, c'était, vu le contexte difficile que traverse notre pays, nous avons rêvé en disant pourquoi ne pas avoir une école où dedans il y ait des enseignants musulmans, protestants, catholiques. L'idée c'était que les adultes commencent déjà à s'accepter, à se respecter, à dialoguer, à travailler le projet éducatif ensemble. Les enfants les verront. Et après qu'ils apprennent aux musulmans, le chrétien c'est ton frère, vice-versa. Évidemment, on n'a pas trouvé écho encore, ou bien encore des bienfaiteurs pour ce projet, mais il était encore en vue. Il y avait ce projet, le projet de santé, parce que quand tu étais musulman, vous avez entendu, eh bien, on vous sortait, on vous tuait. Or, on avait voulu avoir les médecins, à la fois chrétiens et musulmans, qui soignent l'être humain, sans distinction de religion. C'était une manière d'apporter un début de réponse à cela. Là où on a démarré et qui marche, c'est grâce avec aux partenaires d'Allemagne, c'est avec la communication. Parce qu'on a une tradition orale. Donc on a la communication, on a le service de communication soutenu par Missio. Eh bien, on a des musulmans, protestants et des catholiques qui travaillent ensemble. Donc, s'il y a des informations, le catholique peut demander dans son milieu pour vérifier, au lieu de balancer directement, ou vice-versa le musulman, ou encore le protestant. Et je pense que c'est aussi bien, et les mettre ensemble pour travailler. Et on ne vient pas pour défendre sa communauté. Au début, c'était tout ce qu'on disait aux jeunes. Vous ne venez pas pour défendre votre communauté. Vous venez là pour défendre une ou la communauté. Tout le monde. Si dans ta communauté, il y a des ignorants, tu dois avoir le courage de reconnaître.
ne cache pas, ne cherche pas à masquer. Et c'est aussi cette volonté de dire, l'audace de dire des choses à des jeunes pour qu'ils changent, parce qu'ils suivent parfois, sans savoir où est-ce que les adultes les conduisent, c'est aussi cela. Disons, prenez un peu de recul, on aimerait bien qu'il y ait une autre alternative. Ça veut dire que vous ne devez pas répéter on va dire les récits négatifs de vos parents, mais proposer autre chose. Est-ce qu'il y a une dernière question? On les laisse aller dormir. Toute dernière question, la première question c'est Siriri veut dire quoi? C'est dans quelle langue? Je suppose c'est la paix, je suppose. Mais dans quelle langue? Bon, et puis je pense que moi j'ai eu pas mal de Maliens qui vivent en Centrafrique, qui étaient en Centrafrique, comme commerçants et tout. Mais tout ça est venu depuis quand cette séparation de communautés religieuses? Ils ont toujours vécu ensemble avant. Depuis quand ça s'est arrivé? Est-ce que vous pouvez nous donner un éclairage là-dessus? Siriri, c'est bien sûr paix en Sango. C'est dit à un moment donné dans le film, mais c'est vrai qu'on était capté par autre chose. Voilà. Les communautés ont toujours bien vécu dans ce pays jusqu'en 2012. Bien sûr qu'il y a parfois des petites tensions ici ou là, etc. Mais c'est fin 2012, dans cette rébellion venue du Nord, donc orientée, confessionnalisée, ou je ne sais pas comment dire, musulmane, avec des mercenaires du Tchad et du Soudan. C'est à partir de là que ça a dégénéré ou que ça s'est enflammé. Et c'est évidemment instrumentalisé, comme l'a bien dit l'imam avant. Ils se sont levés pour dénoncer cette instrumentalisation de la religion, qu'il y avait d'autres intérêts derrière. Et il a aussi dit que cette lutte, cet engagement qu'ils y vont, quoi, l'histoire leur a donné raison, puisque en décembre de l'année passée, ces deux groupes, il y a à peu près 60 groupes armés, mais ces deux grands clans qu'on disait s'opposer, les Séléka et les Anti-Balaka, les mouvements chrétiens, se sont mis ensemble pour prendre le pouvoir, renverser le président. Donc voilà, on comprend bien. J'ai lu beaucoup de choses. Je me suis aussi intéressé aux personnes sur place qui avaient aussi une bonne connaissance, comme le responsable du CICR. Tout le monde est d'accord pour dire que oui, il pouvait y avoir des ressentiments ici ou là entre les communautés, ce qui est normal, on le vit aussi ici, mais pas à ce point, et que les familles, il y avait énormément de familles mixtes, etc. Et que, voilà, par intérêt, divisé pour mieux régner, et elle fonctionne très bien. Merci beaucoup, Manu. Vous voulez ajouter quelque chose, Imam? Oui, le détail, pour aller plus en profondeur, mais pas qu'il reste sur sa soif. En décembre 2012, des mouvements rebelles disséminés sur le nord de la République centrafricaine se fusionnent et prennent le nom de Séléka. Séléka, ça veut dire alliance en langue nationale, le Sango. Ils font alliance, se mettent ensemble pour marcher sur Bangui. Parmi eux, il y a des gens, la plupart, la majorité, qui portent le nom musulman. Évidemment, ceux le confondent avec les sujets musulmans, ils sont loin d'être musulmans. Être musulman, c'est un critère. Mais ce qu'ils font, ce n'est pas islamique. Bon, ça c'est nous, en tant que leaders religieux, nous comprenons que c'est comme ça. Et donc, dans leur avancée vers la capitale, effectivement, ils s'en prennent à des intérêts parfois religieux. Ils se rendent dans des églises. Vous savez, l'église catholique se dote parfois des moyens.
pour l'exécution de sa sacerdoce, ils viennent, ils réquisitionnent les véhicules, ils pillent, et cela prend une tournure. Parce que quand ils viennent, parfois, ils restent chez certains musulmans. Ils viennent s'imposer, ils restent avec eux. Ce n'est pas de bon cœur. Quelqu'un qui est armé, il reste avec toi. C'est vrai, ça commence à parler depuis Bangui. Et dans le milieu politique, pour dire attention, ceux qui sont en train de venir, ce sont des djihadistes. On en a parlé déjà. Et ils viennent pour renverser votre régime, en quelque sorte en quête de popularité, en quête de soutien. Dans la population, on utilise parfois des mots qui, par la force des choses, prennent une tournure interconfessionnelle. Et du coup, maintenant, on commence à dire, voilà, ce sont des musulmans qui viennent pour détruire les chrétiens, pour prendre le pouvoir. Et c'est comme ça que c'était parti, la division. Mais ce n'est pas arrivé. Les 3 cercles, vous l'avez dit, vous avez suivi, se sont levés, on a expliqué, et ils ont dit non. Les leaders religieux sont là, pas question de dire que ce sont les religieux qui s'entretuent entre eux. Et le résultat, bon, vous avez vu un peu dans le film, mais aujourd'hui, le résultat, nous sommes réconfortés. Réconfortés parce que hier, ceux qui indexaient les autres pour dire vous êtes djihadistes, vous venez contre les chrétiens, ce sont eux qui sont allés à la rencontre de ces mêmes gens qui étaient taxés de djihadistes et ils se sont fusionnés encore pour devenir un seul groupe à la conquête du pouvoir. Donc c'est un peu l'origine de cette situation. Et pourtant, en République centrafricaine, moi qui vous parle par exemple de ma famille, j'ai des frères et sœurs qui sont chrétiens. Et c'est vrai, nous aussi, musulmans, nous sommes nombreux, mais jamais je ne pourrais m'érifier contre celui-là ou celle-là qui est chrétien ou chrétienne, parce que nous sommes du même sang. Alors, à plus forte raison, nous avons fréquenté ensemble à l'école avec des amis qui sont parfois d'autres régions. Ça n'a rien à voir avec notre tribu, notre ethnie, même si on n'avait pas la même religion, mais on était des frères et nous gardons ce souvenir-là. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé, ça a été imposé à la population, mais ça ne va jamais réussir parce que, effectivement, nous nous sommes levés et nous avons parlé la route à cela. Avant de finir, je voulais dire que ce film, certes tourné en Centrafrique, soulève beaucoup de sujets. La question de la cohabitation, ce n'est pas seulement en Centrafrique. Ici, on peut voir quels sont les groupes qui ne se parlent pas et pourquoi ils ne se parlent pas. Pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas créer des passerelles pour communiquer, pour chercher à nous écouter, à dialoguer, chercher des solutions ensemble. Ce n'est pas seulement là-bas, ça peut se passer aussi ici. Dans ce film, il y a les questions des enjeux des richesses. Les richesses, quand elles sont concentrées entre les mains d'un petit groupe, les autres sont frustrés, ils viendront aussi demander leur part. La répartition des richesses, ici ou là-bas, pour que les gens puissent vivre dignement. Ce n'est pas seulement un petit groupe qui peut tout capter. Dans ce film aussi, il y a des questions on va dire de la dignité humaine. Qu'est-ce qu'un être humain? Est-ce que c'est une bête, comme disent les gens, on nous tue comme des bêtes, ou c'est un être créé à l'image de Dieu? Un être humain qu'on peut respecter. C'est des questions qu'on peut poser ici ou là-bas aussi pour le respect de l'autre. Et ça commence dans nos langages, ça peut se traduire dans les actions ou dans les compréhensions. Et je souhaite et j'espère que beaucoup qui vont regarder ce film, si hier on était des chiens, se regarder en chien de faïence, on apprenne à voir que l'autre n'est pas mon ennemi. L'autre est une personne.
et que yes, je peux m'approcher de lui, même si j'ai des a priori déjà. Et qu'en m'approchant, si ces a priori peuvent tomber. Ma prière à moi, c'est que de plus en plus, nous allons vers un monde fraternel, comme le souhaite et l'écrit le pape François, et que nous puissions laisser l'amour gagner notre cœur pour pouvoir proposer notre alternative, c'est-à-dire nous aimer. Et on ne laissera pas l'autre mourir de faim. On ne laissera pas l'autre aussi tomber. On va être solidaire de lui parce que c'est une part de nous-mêmes qui est là. Et je souhaite à chacune, à chacun d'être aussi messager de paix ici et là où il sera. Merci. Deux choses très courtes. La première, on a voté l'année passée contre la vente des armes. On fabrique des armes. Les armes, on les vend dans un pays stable. Puis elles circulent. Elles se retrouvent là. Voilà. L'autre chose, j'ai appris, ça fait 10 jours qu'on est ensemble. J'ai appris il y a 2 jours que les locaux de la plateforme des confessions religieuses à Bangui doivent être restitués. Ils n'ont plus les sous pour payer le loyer. J'ai pas encore eu le temps d'en parler avec la production, mais l'intention c'est d'indiquer sur le site du film siriri.ch les coordonnées de cette plateforme pour ceux qui souhaiteraient les soutenir. Voilà, merci d'être venus.